L'intelligence artificielle et la data. Pourquoi ces technologies prennent une place si importante aujourd'hui? Dans notre podcast, nous retraçons le parcours de nos invités qui travaillent avec la data et l'IA. Ensemble, nous explorerons les enjeux actuels, les risques potentiels et les questions d'éthique liées à ces technologies fascinantes et controversées. Cultivez votre curiosité avec le podcast Data Rockstars. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Je vais simplement te laisser te présenter. Oui, donc je m'appelle Céline Jacques, je suis data scientist à Apricity. Apricity, pour être un peu rapide, c'est une clinique de fertilité virtuelle et on essaie en plus de faire de la recherche pour appliquer l'intelligence artificielle au traitement de fertilité. On va passer un petit moment pour essayer de comprendre un peu ton parcours. Et est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ton parcours académique et au fur et à mesure, on va développer pour savoir comment tu es arrivé jusqu'à chez Apricity. Alors j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé. C'est venu d'un challenge un peu débile, mais en fait j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de filles dans ces filières et du coup je me suis dit moi je suis une fille et je vais le faire. Finalement, il y avait des filles aussi, hein, mais voilà, c'est venu de ça. Et puis parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais quand même des facilités en sciences, donc c'était logique pour moi et même, c'est ce qui m'intéressait à l'école, donc logique de continuer dans cette voie-là. Disons, je pense à partir du lycée, voire du collège, je voulais travailler avec la musique. Je suis moi-même musicienne et je cherchais un peu à avoir cette dimension musique pour mon métier. Et donc très vite, j'ai entendu parler d'ingénieur du son, mais les parents n'étaient pas très motivés par le fait que j'aille faire une école que d'ingénierie du son. Du coup, je cherchais un peu un moyen détourné de finir en tant qu'ingénieur du son, mais en faisant ce que les parents aimaient bien, quoi. En fait, tu voulais allier ta passion de musique avec la science, en fait, c'est ça? Exactement. Et du coup, après ça, alors? Donc après, j'ai intégré une école d'ingénieur qui, à l'époque, s'appelait Télécom Bretagne et qui maintenant s'appelle IMT Atlantique. Okay. Donc pareil, toujours dans l'optique de travailler avec la musique. Donc je voulais une école qui faisait du traitement du signal, notamment traitement du signal audio. Donc je me suis un peu orientée là-dedans, donc j'ai choisi mes options par rapport à ça. Je ne cache pas que pendant ces années-là, j'ai eu des remises en question de me dire est-ce que je fais vraiment ça, parce que j'ai découvert plein d'autres matières ou plein d'autres domaines. Donc il y a eu aussi ce côté de se dire est-ce que finalement je continue sur ma lancée de je veux faire avec de la musique ou est-ce que je change. Il y avait tout un pôle de recherche sur comment utiliser la science pour l'interfaçage avec l'humain, et notamment pour des gens qui entendent pas bien ou qui voient pas bien. Donc il y avait ça qui m'intéressait aussi beaucoup. Et finalement, je me suis dit que je continuais sur cette lancée de traitement de signal et musique, en me disant que de toute façon, les portes sont jamais vraiment fermées, donc on peut toujours bifurquer plus tard. Après, j'ai fait une thèse, stage et thèse, à l'IRCAM, l'Institut de recherche coordination acoustique musique. D'accord. Donc j'ai réussi à mettre la musique dans la science sans être ingénieur du son. Resté 4 ans en tout à l'IRCAM pour travailler sur la détection automatique de la batterie dans un morceau de musique et donc en gros de retranscrire la partition de la batterie automatiquement. Comment on fait ça? Alors, on fait ça en analysant beaucoup de signaux, en faisant des transformations pour, en gros, transformer le signal audio en représentation. Donc, représentation par fréquence, par exemple. Par exemple, on peut regarder s'il y a un changement d'amplitude. Donc, on va regarder si à un instant T, c'est la même amplitude qu'à l'instant T-1. Si on voit qu'il y a un énorme pic, il s'est sûrement passé quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est une façon de faire un peu... disons que c'est une intuition, c'est une façon de faire intuitive. Après là, nous, on a cherché à caractériser aussi les instruments. Donc de savoir que c'est une grosse caisse, une caisse claire, un hi-hat. Par exemple, sur un morceau de musique,
quand on a plusieurs instruments qui jouent, par exemple, comme tu viens de me citer, une batterie, une grosse caisse, des charlets, une basse par exemple, quand toutes ces fréquences sont mélangées, comment on va faire la différence entre rien qu'une grosse caisse et une batterie une basse par exemple? Alors, par exemple, entre la batterie et les instruments de musique, c'est, je vais pas dire facile parce que c'est pas facile, mais c'est plus intuitif parce qu'en fait, une batterie, enfin un instrument de batterie n'a pas vraiment de notes en elle-même. D'accord. Donc, en fait, la plupart des instruments quand ils vont jouer, quand il y a un impact sur l'instrument, toutes les bandes de fréquences vont être utilisées. D'accord. Alors qu'un instrument, il va y avoir un spectre harmonique. Donc en fait, il va y avoir certaines fréquences qui vont être utilisées. Donc déjà là, on voit une différence entre est-ce qu'il y a un seul instrument, est-ce qu'il y en a plusieurs. Donc sur le spectre, on peut le voir. Après, tout est mélangé, tout se superpose. Donc ça peut être aussi un peu difficile à voir. Et donc nous, on a utilisé au début, j'ai utilisé des compositions... comme de la réduction de dimension, donc en fait d'apprendre des patterns de batterie, donc où l'instrument joue tout seul, et l'idée c'est d'arriver à le reconnaître dans le morceau. Okay. Donc avec des algorithmes donc c'est pas du deep learning, c'est du machine learning, mais de la PLCA, donc la Probabilistic Latent Component Analysis. D'accord. Ou de la NMF, voilà, de la Non-Negative Matrix Factorization ou Deconvolution si on est en plusieurs dimensions. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des patterns et de se dire à quel moment ils sont joués. Donc, tu vas avoir le motif de la grosse caisse. Et l'idée, en fait, donc, ça, c'est déjà appris, tu le connais. Et ça va être de détecter à quel moment, donc de dire... à quel moment il apparaît, quoi. Voilà, ça fait une espèce de une factorisation. Et du coup, si tu multiplies les deux, tu vas avoir le moment où il y a l'événement. Et du coup, le pattern se met à ce moment-là. Donc ça, c'est si on le jouait. Et nous, en gros, ce qu'on essaye, c'est de le déjouer. Donc du coup, on a le pattern et on cherche à avoir cette trame-là où on a le pic au moment de l'événement. Okay. Avec une amplitude plus ou moins grande. Donc ça, c'était un premier travail qui a pas donné des résultats très probants. Enfin, en fait, l'état de l'art était déjà assez haut. Donc, disons qu'on a réussi à retrouver l'état de l'art, mais on n'a pas réussi à améliorer avec cette méthode. Donc, on a cherché... C'était ça l'objectif, en fait, de cette recherche-là? Améliorer les résultats ou il y avait un autre objectif? C'est surtout améliorer les résultats pour ensuite pouvoir, par exemple, l'utiliser dans des logiciels de traitement de son. Ok. Ou pour pouvoir, par exemple, retirer un instrument d'une musique. Oui. Si on arrive à faire sa transcription, enfin la transcription de tous les instruments, par exemple, on peut ensuite retirer l'instrument en particulier. Donc c'est un exemple d'application. Et ensuite, du coup, pour aller plus loin, j'ai commencé à utiliser plutôt des réseaux de neurones qui, à l'époque, n'étaient pas tant utilisés dans la musique. D'accord. En tous les cas, dans ce domaine particulier. Ouais. Il y avait eu 1 ou 2 articles à ce propos, donc c'était assez intéressant de se lancer là-dedans, surtout que ça commençait à faire vraiment ses preuves dans les domaines qui se rapprochaient de la musique. Donc on a utilisé des réseaux CNN, donc Convolution Neural Network, pour en fait apprendre à détecter les différents instruments. Mais tu m'as pas dit un truc, c'est comment t'en es arrivé à l'intelligence artificielle, à ce concept, c'est-à-dire comment t'as découvert ça? Est-ce que tu en avais entendu parler à travers un imaginaire de film, ce genre de choses, ou comment t'as découvert ça? Comment c'est arrivé à toi? C'est venu un peu logiquement, dans le sens où en fait finalement l'intelligence artificielle ça existe depuis très longtemps, même si on met ce mot, ces deux mots sur un mythe, les films avec des robots humanoïdes, etc. Mais finalement l'optimisation et les problèmes d'optimisation qui restent de l'intelligence artificielle, donc en apprenant de ce qu'on connaît, ça existe depuis très longtemps avant qu'on appelle ça intelligence artificielle, ou peut-être qu'on appelait ça intelligence artificielle, mais on remettait pas vraiment les choses ensemble. Ouais. Donc
Donc en fait, j'ai appris en école d'ingénieur des algorithmes d'optimisation, des descentes de gradients, etc. Et c'est un peu plus tard où on a vraiment mis le mot intelligence artificielle dessus, machine learning, deep learning, etc. Donc c'était pas, ça n'a pas été quelque chose où d'un coup je me suis dit ah mais en fait c'est ça l'intelligence artificielle. En fait c'est venu un peu au fil de l'eau et j'ai pas eu une réalisation claire et nette. Je vois. C'est pas un déclic en fait, c'est un cheminement plutôt naturel, ouais. Okay. Et si je devais te demander une définition de ce que c'est l'intelligence artificielle, avec justement ton regard, si tu pouvais me le simplifier, tu dirais que c'est quoi exactement? Pour moi, un arbre de décision, ça pourrait être appelé intelligence artificielle si vraiment on pousse la chose très loin, même de la robotique. Si on dit que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut remplacer une action d'un humain, finalement, les robots dans les usines, ça pourrait être classé comme intelligence artificielle. Je ne vais pas me lancer dans ce débat parce qu'il y a toujours des débats de où on s'arrête, où ça commence, mais suivant la définition qu'on donne à l'intelligence artificielle, je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans et du coup, beaucoup de choses qui remontent à plusieurs dizaines d'années. Voilà. Après, ça dépend ce qu'on appelle intelligence. Durant ces années de recherche à l'IRCAM, c'est quoi la chose la plus compliquée que tu as eu à faire, si tu te rappelles des sujets? Bizarrement, je ne dirais pas que c'est par rapport à l'intelligence artificielle ou comment dire, le code ou tout ça. C'était plus savoir quand s'arrêter. Donc d'avoir une idée, de la pousser et de se dire bon là en fait on n'y arrivera pas et il faut changer d'idée et c'est assez difficile parce qu'on a envie d'y croire beaucoup. Donc c'est un peu le problème de la recherche, enfin le problème c'est pas un problème mais c'est le challenge de la recherche, c'est vraiment de se dire de trouver une idée réfléchie et de se dire là je vais jusqu'au bout mais en fait c'est quand le bout parce qu'on peut toujours se dire non mais si on rajoute ça, si on fait plutôt comme ça et on peut passer des mois sur une idée qui en fait ne marchera sûrement jamais et plus compliqué. Se dire que en fait on n'avance peut-être pas, il faut peut-être lâcher prise sur un truc. Voilà. Se dire typiquement quand on a fait le choix d'arrêter la première méthode et de se dire en fait on passe sur les réseaux de neurones. Rien que ça, c'était quand même, c'était lâcher 2 ans de travail pour passer sur une autre méthode. C'est difficile à accepter et d'autant plus dans un temps où on sait qu'il est limité. Et donc ça a été plutôt ça le plus compliqué. Comment du coup ça s'est terminé ces 4 années de recherche à l'IRCAM alors? Du coup j'ai fini ma thèse, donc j'ai soutenu ma thèse et j'avais plus de bourse. Donc plus de financement. Et du coup, c'est poser la question de est-ce que je continue dans la recherche déjà, recherche académique, est-ce que je vais plutôt dans le privé, sachant que je voulais quand même continuer avec une dimension recherche, même si j'allais dans le privé. Est-ce que je continue avec la musique ou est-ce que je change de domaine? Donc beaucoup de questions. Je me suis j'ai vite choisi de plutôt partir dans la recherche dans le privé. Je me suis dit, un autre challenge, allons-y. Yes. Et après, donc, il y avait cette question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans la musique? Est-ce que je fais tout à fait autre chose? La musique, c'était cool. J'avais mon check sur c'est bon, j'ai travaillé avec la musique et la science. Et c'est un petit monde aussi, faut le savoir. Donc je me suis dit, je change d'environnement. La musique maintenant, c'est pour le loisir, c'est quand je joue. Et je fais autre chose pour la partie professionnelle. Et donc je me suis posé des questions, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je veux travailler. Donc data scientist, c'est venu assez facilement, de continuer dans la data. C'était quelque chose qui me plaisait parce qu'il y a la dimension un peu informatique, programmation que j'aime bien, le fait d'aller chercher un peu dans les données, d'explorer des données que j'apprécie aussi et du coup ensuite d'analyser la donnée avec des algorithmes. Donc dans ma thèse j'utilisais des CNN, donc plutôt
axée sur l'image. Donc je voulais aussi rester plutôt dans l'image, je préférais. Et voilà. Et après, il a fallu trouver le domaine dans lequel je voulais travailler. Et donc là, j'avais dans l'idée soit l'écologie, c'était quelque chose dont on parlait déjà pas mal à l'époque où je suis sortie de la thèse, et la médecine, qui se rapprochait aussi de ce que je disais pendant l'école d'ingé, avec l'aide à la personne en fait, le côté d'avoir un impact sur les personnes. Donc j'ai cherché dans ces deux domaines et finalement j'ai trouvé, ou ils m'ont trouvé Apricity, où je travaille maintenant. Et donc c'est de la data science appliquée à la fertilité et surtout au traitement de fertilité pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Avant de s'arrêter sur Apricity, j'ai une dernière petite question à te poser. À quel moment tu as appris à programmer parce que tout à l'heure, tu me disais que tu aimais bien programmer ça. Et je me demandais quand est-ce que tu as appris ça? Alors déjà, pendant l'école d'ingé, on avait quand même des cours de programmation. Télécom Bretagne ou IMT Atlantique, c'était quand même assez axé sur l'informatique, l'électronique aussi, bon, même si j'en fais absolument plus maintenant. Okay. Mais voilà, c'est sur les télécommunications, donc tout ce qui touche même les antennes, ce genre de choses. Donc pendant ma formation, j'ai eu des cours d'informatique. Pendant mes différents stages, j'ai utilisé l'informatique, donc surtout MATLAB à l'époque, et plus Python après, qui est quand même un peu mieux. Mais voilà, donc j'ai utilisé Python pendant toute ma thèse. Donc en fait, le côté programmation était là depuis le début, quoi. D'accord, oui, il a été maîtrisé en fait. Donc changer d'environnement, c'était juste changer d'environnement professionnel, mais les outils ils étaient là, quoi. Exactement. Ok, je vois. Et après, du coup, c'est un peu les mêmes, et comme tu dis, outils, les mêmes algorithmes. Ça reste, c'est vraiment prendre la caisse à outils et juste le mettre dans un autre domaine. Donc aujourd'hui, tu es chez Apricity et qu'est-ce que tu fais alors? Donc chez Apricity, je fais beaucoup de choses qui n'est pas que de la data science. Ouais. Donc j'ai une partie plutôt recherche, donc moi sur l'embryologie. Donc l'idée c'est d'analyser les images d'embryons pendant leur développement pour améliorer la compréhension de leur développement, améliorer le choix de l'embryon. Donc aujourd'hui, un embryologiste regarde l'embryon plusieurs fois pendant son développement et la note pour évaluer sa qualité. Donc lui donner une note à la fin et sur tous les embryons qu'une patiente a obtenus, choisir l'embryon qui a la meilleure note pour le transférer donc dans l'utérus de la patiente et qu'il ait le plus de chances d'implantation et donc de faire un bébé à la fin. Aujourd'hui, Apricity, c'est donc une clinique de fertilité qui est basée en Angleterre. L'idée, c'est, le cœur d'Apricity, c'est d'être virtuel, donc de limiter les déplacements de la patiente dans la clinique. Parce qu'en fait, une patiente a vraiment besoin d'aller à la clinique pour pour un traitement de FIV, pour deux grands événements, la collection des ovocytes et le transfert de l'embryon. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, elle va aller à la clinique pour la première consultation, la prise de contact, remplir les premiers formulaires, ensuite pour la consultation de suivi, etc. Donc en fait, elle va se déplacer plusieurs fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter les déplacements de la patiente. Donc on veut qu'elle vienne vraiment qu'au moment clé. Et en fait, qu'elle fasse tout ce qui est test, parce qu'ils sont suivis presque tous les 2 jours. Donc qu'elle fasse tous ces tests à côté de chez elle ou à côté de son travail si elle travaille, et que ça évite des longs déplacements, surtout que par exemple à Londres, c'est une très grande ville et les déplacements pour faire une petite distance, ça peut être très long. Donc voilà, l'idée c'est de retirer une charge et un stress pour la patiente pour qu'elle vive au mieux son traitement de fertilité qui est déjà très lourd. Alors, d'un côté, tu me parles de la difficulté que ça implique pour une patiente avec tous les protocoles
les procédés, etc. Et de l'autre côté, il y a la récolte de données sur des embryons, etc. Donc, mais comment la data science intervient là-dedans et comment ça se matérialise? On a plusieurs projets. Il y a un projet qui est de remplacer, pas de remplacer, mais d'aider l'embryologiste à repérer des paramètres pour améliorer la notation de la qualité de l'embryon, ou de proposer carrément une notation et que l'embryologiste accepte ou non et change la notation s'il faut. On a aussi un autre projet qui est le projet de notre thésarde, qui est de reconstruire l'embryon en 3 dimensions. Donc aujourd'hui, on a des photos de plusieurs focales, donc ce qui permet d'avoir une photo 2D, mais avec une profondeur, puisque ça va faire le focus sur différents endroits, un peu comme en IRM en fait. Et donc l'idée, c'est de reconstruire ça en 3 dimensions pour permettre de mieux visualiser l'embryon pendant son développement. Donc, ce qui peut permettre de voir certaines choses qu'on ne voit pas. Par exemple, normalement, la division cellulaire se fait... une cellule se divise en 2, donc on est censé avoir toujours un nombre pair de cellules. Donc ça peut être difficile à voir sur une photo 2D, surtout quand le nombre de cellules devient assez important. Un embryon, c'est tout petit, les cellules, c'est encore plus petit, donc ça peut être plus difficile à voir. Donc déjà, en le voyant en 3D, s'il y a une cellule qui est un peu cachée, on peut la compter, alors qu'en vision 2D, ça va être plus compliqué. Et surtout, regarder chaque focale d'image, il peut y en avoir 7, voire plus par embryon, et par instant T. Donc ça peut prendre du temps. Donc c'est aussi de faciliter le travail de l'embryologiste pour qu'il aille plus vite dans sa notation. Et ensuite, c'est aussi donc trouver, d'optimiser aussi par rapport à d'autres critères. Parce que la notation aujourd'hui, elle se fait sur la visualisation de la photo de l'embryon. Mais on pourrait aussi imaginer qu'un embryon qui est finalement, par rapport à nos critères, pas très bien noté, a finalement quand même plus de chances de s'implanter une fois qu'il a été transféré. Donc du coup, ça peut être aussi une façon de se dire peut-être qu'on a biaisé les résultats par ce qu'on a appris et d'aller un peu plus loin en cherchant à, au lieu d'optimiser la qualité de l'embryon, de choisir l'embryon qui a le plus de chances de s'implanter. Donc ça, c'est un projet et un truc. Pour l'instant, on n'a pas de résultat qui prouve quoi que ce soit ou qui dit qu'un embryon de moins bonne qualité a plus de chances de s'implanter. Mais en gros, c'est de ne pas se limiter seulement à des caractères physiques de l'embryon, mais peut-être d'aller un peu plus loin ou de repérer des motifs ou des caractères qu'on voit, des caractéristiques qu'on ne voit pas forcément nous avec notre œil humain. J'imagine que vu que chaque patiente est différente, vous récoltez également des données sur l'état de santé des patientes. Est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte et utilisées pour élaborer, par exemple, je sais pas moi, des protocoles fonction des personnes, en fonction de leurs problèmes de santé ou leurs particularités, par exemple? On les prend en compte. On a un projet qui, lui, donc, n'est pas image. C'est un projet sur des données plutôt tabulaires, qui est de choisir le meilleur protocole de stimulation pour, pour stimuler en fait, la production d'ovocytes et avoir le meilleur nombre, le nombre optimal d'ovocytes sans mettre en danger la patiente. Donc c'est prendre en compte les caractéristiques de la patiente, le profil santé de la patiente, pour trouver le meilleur protocole de stimulation, que ce soit dans le dosage. C'est quoi justement la stimulation en fait? Ça consiste en quoi? C'est des hormones. C'est des hormones. C'est des hormones qui sont injectées. Donc la patiente se les injecte elle-même. C'est un traitement assez lourd. Ça a des effets secondaires, beaucoup de fatigue, après, comme on voit dans tous les cycles naturels de la femme aussi, hein, ça a des conséquences.
Donc c'est aussi ça, de chercher aussi à diminuer ces effets pour que ce soit le mieux vécu pour la patiente. Et ça a fait des bébés après, du coup? Et ça fait des bébés. Et il y en a eu, du coup? Alors, vous avez des résultats là-dessus? Bah oui, on a eu plein de bébés. On en est à peu près au 100e. Ah oui, quand même. 100e bébé. Je pense qu'on a dépassé même. Et on a plutôt des bons résultats dans notre clinique. Alors, les moyennes se tournent autour de 20-25%, donc ça reste des résultats toujours. Donc ça, 25%, c'est la moyenne nationale. Ça reste quand même pas mal quand on a des difficultés à avoir des enfants. Voilà, ça donne un peu plus de chance quand même, mais ça reste toujours compliqué. Il y a toujours des étapes. En fait, on cherche à stimuler aussi pour avoir, quand je dis un nombre optimal d'ovocytes, c'est aussi parce qu'il y a des pertes au moment de l'insémination du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc soit il y a différentes techniques, donc c'est soit on met du sperme autour de l'ovocyte et il y en a un qui rentre et tant mieux, soit on va mettre directement dans l'ovocyte. Donc ça, c'est aussi différentes techniques. Et on a des pertes à chaque étape. Donc un développement optimal d'embryon, c'est 5 jours. Tous les jours, on en perd. Donc en fait, une personne qui a eu 18 ovocytes au départ va peut-être se retrouver avec 5 embryons. Et sur les 5 embryons, ils ne sont pas forcément tous de bonne qualité. Donc il y a des pertes, on ne sait pas forcément pourquoi au niveau clinique. Donc voilà, c'est aussi chercher à... C'est aussi pour ça qu'on cherche à avoir un nombre optimal, c'est un nombre suffisant pour se dire qu'à la fin, il en reste. Et le coût de ça? Le coût, est-ce que par exemple en France, il y a la sécurité sociale par exemple qui peut intervenir là-dessus pour aider? Ouais. Comment ça fonctionne? En France, je crois qu'il y a jusqu'à 3 cycles de traitement de PMA qui est remboursé, ce qui est énorme. En Angleterre, ce n'est pas remboursé. Donc, et ça coûte de l'argent, c'est un budget en soi. Tout ça, c'est un coût. Toi, tu te vois encore là-dedans pendant un petit moment? Ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais, j'en apprends tous les jours, donc ça aussi, de changer de domaine là-dessus, c'est plutôt cool parce qu'on découvre plein de choses. J'y connaissais rien en développement d'embryon il y a 3 ans. Donc on apprend énormément. En allant en conférence aussi, on apprend sur d'autres domaines parce que du coup, on va à des conférences sur la fertilité et pas forcément sur la data science. Donc ça aussi, c'est super. Donc parfois, on comprend rien à ce que la personne raconte en face de soi. Mais il y a des moments où on se dit, ça fait des liens et on se dit, mais c'est incroyable. Et ça parle aussi en tant qu'humain, en fait. Ça nous touche tous. L'infertilité va nous toucher de plus en plus. Donc c'est ultra important de regarder aussi, de comprendre. Vu que tu as envie de continuer à travailler dans ce domaine, d'après toi, c'est quoi les plus grands défis ou les plus grandes problématiques qu'il y a entre la data science et le médical? Le plus gros défi, c'est la donnée. Ça reste la donnée. Le domaine médical n'est pas le plus digitalisé au monde. On croirait pourtant, en fait. On peut croire, mais en fait, en soi, ils sont digitalisés, mais il y a énormément de scans d'un document écrit à la main. Donc c'est digital, mais c'est non exploitable. Donc c'est un peu ce défi-là d'arriver à avoir des bases de données qui sont propres, qu'on n'ait pas à remettre tous les champs au bon endroit, donc tout ça. Donc ça, c'est un réel défi. Ça a été ma première année, ça a été de trouver des bases de données plus ou moins propres pour commencer à travailler. Bon, j'exagère sur 1 an, mais c'était mon premier défi. Et donc, oui, ça a été c'est plutôt ça le défi. Ça reste la donnée, mais pour tout data scientist, en fait. Quand on n'est pas collecteur de la donnée sur laquelle on travaille, c'est toujours difficile de trouver des partenaires, déjà, qui font assez confiance, parce qu'en plus, dans la médecine, la donnée est sensible. Donc, c'est aussi, il faut trouver des partenaires
qui sont d'accord de travailler avec une entreprise privée. Même si on est une clinique, on est une entreprise privée. Donc il y a aussi ce côté-là qui rentre en compte. Et d'avoir des données qui sont exploitables, on va dire, et même s'il faut du pré-processing. L'utilisation des algorithmes et d'intelligence artificielle dans la PMA peut poser énormément de questions. Du coup, comment sont tranchées ces questions chez Apricity? Dans notre compagnie, on a un comité d'éthique. Enfin, on fait appel à un comité d'éthique pour les projets qu'on mène. Déjà pour valider aussi auprès de nos partenaires qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est ultra important. Et pour nous aussi, pour donner aussi de la force à notre recherche, de bien montrer, on ne fait absolument pas de génétique. Je préfère le dire parce que quand on parle de recherche en PMA, souvent ça vient, on ne fait pas de génétique. Mais voilà, et ça me fait rebondir sur un groupe de travail auquel j'ai participé sur justement la data science responsable et de confiance. Donc en fait, c'était un peu d'établir notre but, c'était d'établir une charte, on va dire, c'est pas tout à fait une charte, mais de comment mettre en place une data science responsable et de confiance, qui aujourd'hui est arrivé à créer un label. Donc ça s'appelle Label IA. Et donc on est assez fiers avec mon équipe de l'avoir obtenu de niveau intermédiaire. Mais voilà, c'est des choses qu'on met en place. Nous, de par la donnée qu'on utilise déjà, puisque donc, comme je disais, la donnée médicale, c'est une donnée sensible. Il faut que ce soit très régulé, c'est réglementé l'utilisation, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas récupérer n'importe quoi, donc il y a ça, mais il y a aussi justement l'utilisation du modèle, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on ne peut pas utiliser un modèle qu'on a appris que sur des 18-34 ans, sur une femme de 50 ans. Donc c'est aussi de bien documenter comment le modèle a été entraîné, sur quel genre de données, dans quel contexte on peut l'utiliser. C'est plein de choses comme ça. Il y a aussi toute une dimension de l'analyse de l'impact sociologique, éthique de l'utilisation de ce modèle. Donc nous, pour l'instant, ça ne nous concerne pas tout à fait parce qu'on n'a pas de production, on n'a pas de modèle en production, mais ça pourrait c'est une dimension à laquelle on réfléchit quand même quand on fait un modèle pour si jamais il arrive en production. Je te remercie en fait d'avoir passé cette petite heure avec nous. Ouais, c'était cool. On remercie également tous nos auditrices et nos auditeurs pour leur écoute. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Data Stories Inside.